Des policiers corrompus se moquent de Blackman au tribunal, mais paniquent lorsqu'ils découvrent qu'il est le directeur du FBI. Les portes en bois de la prestigieuse salle d'audience grincèrent lorsqu'Anthony Carter entra, l'air stoïque et déterminé. Les panneaux d'acajou poli grinçaient sous le poids de l'instant, comme s'ils hésitaient à le laisser passer. Son costume sombre était impeccable, taillé avec précision. Mais sa présence semblait plus nette encore, perçant le brouillard d'énergie agité qui imprégnait la pièce. Sa posture était inflexible, malgré les regards hostiles qui l'accueillaient de toutes parts. Des yeux froids et critiques suivèrent chacun de ses mouvements, certains avec curiosité, d'autres avec mépris, mais la plupart avec la certitude béate que ses efforts étaient voués à l'échec. La galerie était bondée au-delà de sa capacité raisonnable. Les journalistes griffonnaient furieusement sur des bloc-notes ou tapotèrent leur téléphone, le visage crispé par la ferveur de charognards, encerclant une proie fraîche. Les spectateurs murmuraient leurs opinions à voix basse, chacun impatient de décortiquer les débats, avant même que le marteau d'ouverture ne sonne. Et là, assis au premier rang, se trouvait le regard toujours attentif de ceux qui avaient orchestré sa chute, leur satisfaction voilée sous un mince vernis de professionnalisme. Fonctionnaires locaux, chefs de service et riches bienfaiteurs étaient assis, le dos droit et les bras croisés, leur dédain pour lui se lisant dans chaque regard condescendant. Ils étaient venus non seulement pour observer, mais pour se délecter de sa prétendue défaite. Les pas d'Anthony résonnaient sur le sol de marbre, chaque coup de talon contre la pierre témoignant de sa détermination inébranlable. La grandeur stérile de la salle d'audience paraissait presque obscène, ses colonnes de marbre et ses sculptures complexes n'étant guère plus que des ornements grotesques destinés à crédibiliser un système si profondément corrompu de l'intérieur. Son regard parcourut la salle, croisant brièvement les sourires suffisants des 4 policiers assis à la table de la défense. Leur arrogance était palpable, leur posture détendue, leurs expressions empreintes d'une aisance méprisante. Chacun d'eux portait des costumes sur mesure bien trop chers pour leur salaire déclaré, leur tenue à elle seule étant une parodie de la justice qu'ils prétendaient servir. Leurs avocats les encadraient tels des chiens tenus en laisse par la richesse et le pouvoir, leurs yeux parcourant la salle, calculant les probabilités, répétant des arguments déjà répétés, et osant peut-être même croire à leur propre rhétorique. Dans un monde juste, leurs actes de corruption auraient été rapidement sanctionnés, la vérité révélée et leur nom terni avec la même précision impitoyable dont ils avaient fait preuve contre leurs victimes. Mais ce monde était loin d'être juste. C'était un tribunal acheté et financé par le système même, censé faire respecter la loi, une parodie grotesque de justice où la vérité n'était qu'un détail gênant à écarter ou à remodeler, au gré de ceux qui avaient de l'influence. Et ils avaient une influence considérable. Le juge Malcolm Reeves présidait l'affaire, un homme dont l'intégrité avait longtemps été mise en doute, mais jamais publiquement contestée. Son visage était un masque inexpressif d'autorité judiciaire, mais son regard trahissait quelque chose de plus froid, de mercenaire. Des rumeurs circulaient sur ses liens avec les plus hautes sphères du pouvoir. Des rumeurs de marchés conclus à huis clos et de faveurs échangées avec la subtilité d'une lame dégainée sous la table. Mais personne n'osait le contredire, jusqu'à Anthony. Le juge Reeves observa l'arrivée d'Anthony avec la curiosité détachée d'un homme examinant un spécimen légèrement intéressant plutôt que celle d'un père en deuil cherchant justice. Ses doigts tapotaient négligemment la surface polie de son banc, le rythme battant comme un métronome d'indifférence. L'attention de la salle se tourna vers lui, attendant son ordre, mais son regard resta fixé sur Anthony, son expression indéchiffrable, son pouvoir absolu. L'air était lourd d'attente. Une force tangible pesait sur les épaules d'Anthony, alors qu'il se dirigeait vers son siège désigné. Sa mâchoire se serra, mais pas sous le poids des regards, ni des accusations non formulées qui flottaient dans l'air. Non, c'était parce qu'il savait que la vérité qu'il portait serait balayée avant même d'être autorisé à faire surface.
à écraser et à enterrer sous des couches de bureaucratie et de tromperie. 2 semaines plus tôt, le fils d'Anthony, Marcus Carter, un étudiant en droit prometteur promis à un brillant avenir, avait été abattu lors de ce qui avait été rapidement qualifié de erreur sur la personne. Le rapport officiel était un véritable exemple d'obscurcissement, truffé de termes vagues et de lacunes logiques bien pratiques. Des mots comme « accident tragique » et « malheureux malentendu » étaient lancés à tout va avec une aisance crue, leur ton creux étant plus grinçant que de purs mensonges. Le nom de son fils avait été réduit à une note de bas de page dans un rapport censé satisfaire au strict minimum d'examen. Mais Anthony n'était pas homme à accepter le strict minimum. Pas lorsque le sang de son fils tachait le trottoir, son avenir volé par des mains qui osaient désormais s'asseoir devant lui avec une assurance suffisante. La vérité, cependant, était bien plus sinistre. Anthony avait découvert l'écheveau de corruption reliant ces 4 policiers à un réseau de transactions illicites allant bien au-delà d'une simple erreur sur la personne. Les preuves qu'il avait rassemblées étaient irréfutables, accablantes, et pourtant totalement inutiles dans les limites d'un système conçu pour protéger les siens. Des dossiers avaient disparu, des témoins s'étaient rétractés dans des circonstances mystérieuses, et le parquet avait émis plus de barrages que de garanties. Tout cela faisait partie de la mascarade. Il avait commis l'erreur de croire que les preuves seules pouvaient faire pencher la balance, que la vérité pouvait être présentée clairement et sans compromis. Mais le système avait clairement démontré que la vérité seule ne suffirait jamais. La mascarade de justice qui se déroulait sous ses yeux était une insulte à tout ce que Marcus avait défendu. Le garçon avait cru en la loi, avait aspiré à l'exercer comme une force du bien. Mais la loi l'avait trahi, retournée contre lui entre les mains de ceux qui la déformaient à leur profit. Le regard d'Anthony se porta un instant sur le jury. Leurs expressions neutres, leurs visages soigneusement impassibles. Étaient-ils vraiment impartiaux? Ou leurs ficelles avaient-elles été tirées bien avant qu'ils ne mettent les pieds dans cette salle? Ce que la cour ignorait, et personne ne le savait, c'est qu'Anthony Carter n'était pas venu implorer justice. Il était venu l'exiger. Son esprit s'emballait en pensant aux plans méticuleux qu'il avait élaborés, aux pièces qu'il avait assemblées au cours des nuits blanches qui avaient suivi la mort de Marcus. Cette salle d'audience, avec sa fausse grandeur et son autorité feinte, n'était rien d'autre qu'une scène, et Anthony avait l'intention de prendre le contrôle du récit, de s'assurer que la vérité ne puisse être ignorée, aussi profondément qu'on tente de l'enfouir. Le procès commença avec les formalités habituelles, l'atmosphère lourde de la gravité artificielle du protocole. Des voix bourdonnèrent dans la chambre stérile, tandis que l'accusation exposait les accusations, leurs mots prononcés avec une précision mécanique. Les avocats de la défense répliquaient avec leurs déclarations d'innocence impeccables, leurs voix douces et inflexibles, forgées non par conviction, mais par une manipulation répétée. Chaque mot était taillé sur mesure, chaque phrase affinée pour détourner les reproches et semer le doute. Ils dépeignaient leurs clients comme des officiers dévoués, de nobles agents de la force publique, simplement plongés dans une situation malheureuse indépendante de leur volonté. Ils parlaient de devoirs, de décisions prises en une fraction de seconde, sous un stress inimaginable. Leur rhétorique empreinte de moralisme. Anthony écoutait avec un calme qui démentait la fureur qui grondait sous son air calme. Son regard restait fixe, rivé sur les 4 officiers, assis avec un air de triomphe immérité, leurs expressions suffisantes et provocatrices, même tandis que leurs avocats déformèrent la vérité en un assemblage complexe de mensonges. Chaque officier témoignait à tour de rôle, leurs mensonges s'inscrivant harmonieusement dans un récit destiné à discréditer la personnalité de Marcus. Ils parlaient avec une conviction calculée, leur performance impeccable, leur voix modulée pour exprimer juste ce qu'il fallait de tristesse et de regret. Selon eux, Marcus était l'agresseur, son comportement hostile et ses actes menaçants.
Il le décrivait comme une figure instable, un homme supposément lié à des éléments criminels, dont la vie était entachée d'affiliations inventées de toutes pièces et dénuées de tout fondement. Ils évoquaient sa prétendue défiance, son refus d'obéir aux ordres légitimes, chaque affirmation étant plus scandaleuse que la précédente. Leur témoignage dépeignait Marcus non pas comme le jeune étudiant en droit prometteur qu'il avait été, mais comme un individu imprudent et dangereux, dont les actes les avaient contraints à agir. La mâchoire d'Anthony se serrait à chaque mensonge, ses mains crispées sous la table où personne ne pouvait voir le tremblement né de la rage. Mais son expression restait indéchiffrable, son regard fixé sur les policiers avec une intensité qui fit hésiter l'un d'eux au milieu d'une phrase, son regard vacillant nerveusement avant qu'il ne poursuive sa performance. L'équipe juridique d'Anthony l'avait déjà prévenu de l'issue probable. Il lui avait parlé à voix basse, la voix prudente, comme s'il craignait que leurs propres paroles ne le condamnent davantage. Le syndicat de police avait exercé une forte pression, déployant ressources et influences pour assurer la protection des siens. Les politiciens chuchotaient en coulisses, leurs alliances achetées à coups de promesses de faveur et de financement. Même les médias dansaient autour de la vérité comme des marionnettes tendues par le pouvoir, leurs récits biaisés par des incitations soigneusement placées et des menaces voilées. Ils voyaient le plan se dérouler avec une précision cruelle, la stratégie de diffamation de la défense visant à détourner l'attention des crimes des policiers. Leurs avocats évoquèrent la complexité du maintien de l'ordre, l'impossibilité d'atteindre la perfection dans des situations sous haute pression. Ils s'appuyaient fortement sur l'idée que la moindre hésitation pouvait coûter la vie à un policier, que leurs actes, aussi brutaux soient-ils, étaient justifiés par le danger inhérent à leur profession. Mais la détermination d'Anthony demeurait inébranlable, son regard ne quittant jamais les hommes responsables de la mort de son fils. Il absorbait leurs mensonges comme du poison, son expression ne trahissant rien de la haine qui couvait sous son air calme. Et puis, c'est arrivé. Un moment si brutal et brutal dans sa simplicité qu'il aurait pu passer inaperçu à ceux qui étaient trop absorbés par le sombre spectacle de la salle d'audience. Pendant une pause, tandis que les participants sortaient pour se dégourdir les jambes et retrouver leur calme, les 4 policiers se rassemblèrent dans un coin éloigné de la salle. Leur conversation fut d'abord feutrée, leur voix basse et réservée. Mais soudain, comme enhardis par la moquerie de la procédure, leurs rires éclatèrent, forts et effrontés, résonnant dans la salle avec une cruauté qui fit des vagues parmi les spectateurs. C'était un son destiné à humilier Anthony, à lui rappeler la futilité de ses efforts. Leurs gloussements rebondissèrent sur les hauts plafonds, leur moquerie amplifiée par la structure même de la salle. Le son se tordait dans l'air comme un couteau, chaque rire une blessure calculée destinée à aggraver la douleur de sa perte. Ils parlaient ouvertement, leurs mots dégoulinant de dérision, leur amusement une célébration tordue de leur invincibilité apparente. Leurs expressions étaient suffisantes, leur posture détendue, leur arrogance si flagrante qu'elle en était presque absurde. Les yeux d'Anthony restèrent rivés sur eux, son expression un masque de froideur et de détachement. La colère qui le submergeait était désormais une brûlure contrôlée, raffinée en quelque chose de bien plus puissant qu'une simple indignation. Son silence était une arme en soi, son regard impassible témoignait de la profondeur de sa détermination. Le rire des officiers finit par s'éteindre, leurs regards se tournant vers lui avec un dédain désinvolte avant de retourner à leur cercle d'autosatisfaction. Ils se croyaient intouchables, protégés par leur pouvoir et leurs privilèges, leurs péchés enfouis sous des couches de corruption institutionnelle. Mais leur rire s'éteignit définitivement dès que l'identité d'Anthony fut révélée lors du contre-interrogatoire. C'était presque accidentel, un lapsus de la part d'un des avocats de la défense désireux de saper la crédibilité d'Anthony. La voix de l'homme était suffisante, son ton soigneusement teinté de condescendance, lorsqu'il s'adressa au tribunal. Dans sa propre tentative de ridiculiser l'insistance d'Anthony, il prononça involontairement le titre à voix haute,
ces mots sortant de sa bouche avec l'arrogance insouciante de quelqu'un qui croyait s'adresser à un homme déjà conquis. « Monsieur Carter, ancien procureur militaire et récemment nommé directeur du FBI, n'est-ce pas ?» Les mots flottèrent dans l'air, lourds et dévastateurs, leur poids s'abattant sur la salle d'audience avec une force qui semblait en vider l'air. Un silence absolu s'abattit sur la galerie, un silence si absolu qu'il confinait au surréalisme. La voix de l'avocat de la défense tremblait à la prise de conscience de ce qu'il venait d'admettre, sa bravade se transformant en une expression crue et effrayante. Son regard se posa sur ses clients, son expression pâle, un masque de panique. Les officiers échangèrent des regards frénétiques, leur bravade s'évaporant à une vitesse terrifiante. Leurs couleurs disparurent, leur arrogance initiale remplacée par un calcul soudain et désespéré. Ils s'étaient crus en sécurité, protégés par le système même qu'ils avaient manipulé à leur avantage. Mais maintenant, confrontés à la véritable identité d'Anthony, leur confiance se brisa comme du verre frappé par un marteau. L'énergie de la salle changea, palpable, suffocante. Là où, quelques instants auparavant, régnait une certitude suffisante, il n'y avait plus que de l'effroi, une conscience glaçante du piège qui les entourait. Anthony s'autorisa un sourire lent et mesuré, l'expression dénuée de chaleur, sa satisfaction aussi froide et impitoyable que la justice qu'il entendait rendre. Son piège était tendu. Et maintenant, alors que le tribunal peinait à retrouver son calme, il se préparait à le regarder se refermer avec la fermeté d'une mâchoire d'acier qui se referme. La salle d'audience n'était plus un sanctuaire pour les corrompus, c'était un champ de bataille. Et Anthony Carter s'était préparé à la guerre. La révélation de son identité avait résonné dans la salle d'audience comme une secousse avant un tremblement de terre. Il sentait la tension s'intensifier, le silence oppressant n'étant rompu que par le frottement des papiers et les murmures d'incrédulité. Les visages des officiers s'étaient vidés de toute couleur, leur sang-froid assuré brisé par la vérité sur qui était assis devant eux, non pas comme un père brisé implorant justice, mais comme un chasseur resserrant méticuleusement l'étau. La panique avait commencé à ronger leurs yeux, une peur qui n'avait fait que grandir à mesure que le véritable objectif d'Anthony devenait évident. 2 semaines auparavant, son monde avait été anéanti, la vie de son fils anéantie par des hommes qui se croyaient intouchables. La rage qui s'ensuivit avait menacé de le consumer, une férocité qu'il n'avait jamais connue, même dans les batailles les plus acharnées de son passé. Mais la rage seule était inutile. Il fallait l'affiner, la tempérer par la stratégie et la détermination. Ce qui avait commencé comme une quête de réponse s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus dangereux pour ses ennemis. Son chagrin est devenu une arme redoutable, sa douleur canalisée dans une enquête minutieuse qui a dissipé les illusions si soigneusement construites par les puissants. La vérité n'a pas émergé comme un simple fil conducteur, mais comme un réseau de tromperies et de corruption s'étendant bien au-delà du meurtre de Marcus Carter. Tout était lié. Une machine complexe alimentée par la cupidité et entretenue par ceux qui privilégiaient le profit au principe. Les 4 officiers n'étaient que le symptôme visible d'un mal plus profond. Le véritable mal résidait aux racines du pouvoir lui-même, là où argent et influence se conjuguaient pour créer une forteresse de contrôle inattaquable. Ce que Marcus avait découvert au cours de ses recherches n'était pas seulement des emprisonnements injustifiés, c'était un complot calculé lié à un système pénitentiaire privatisé qui récompensait les taux d'incarcération élevés par des contrats lucratifs et des pots de vin. En approfondissant les ténèbres, Anthony découvrit une vérité plus monstrueuse que ses soupçons les plus cyniques. Les policiers qui avaient tué Marcus n'avaient pas agi par simple malveillance ou par préjugés. Leurs actions avaient été ordonnées et coordonnées par des forces bien supérieures à leur rang. L'enquête de Marcus sur des arrestations injustifiées avait fait de lui une menace pour leur profit, son idéalisme étant perçu non comme une vertu, mais comme un obstacle à éliminer. Sa mort avait été un message, un rappel brutal des conséquences
auxquels s'exposait quiconque osait défier le système. Le mandat d'Anthony à la tête du FBI était encore secret, une décision calculée par le ministère de la Justice pour garantir l'intégrité de l'opération. Sa nomination avait été initiée dans le seul but d'éradiquer la corruption qui couvait au plus haut niveau du pouvoir. Ceux qui avaient orchestré le meurtre de Marcus se croyaient protégés par leur richesse et leur influence. Ils s'étaient trompés. Le premier signe de leur peur était apparu sous la forme d'un appel téléphonique, une voix émue par la nervosité présentant ses condoléances, tout en cherchant soigneusement des informations. De là, la panique s'était propagée. Des appels avaient été passés, des accords avaient été proposés, des menaces fusaient, avec le désespoir de ceux qui se noient et s'accrochent à tout pour rester à flot. Mais Anthony ne se laissait pas influencer par des promesses de richesse ou d'influence. Sa loyauté ne s'achetait pas, sa vengeance ne pouvait être atténuée par des menaces creuses ou des supplications de pardon soigneusement formulées. Dans les semaines précédant le procès, Anthony avait préparé son propre dossier. Son équipe était composée d'agents de confiance opérant en dehors des cercles corrompus, des hommes et des femmes dont l'intégrité n'avait pas encore été entamée par la corruption qui avait infecté une grande partie de l'establishment. Ils travaillèrent sans relâche, rassemblant des preuves avec une précision qui ne laissait rien au hasard. Journaux de surveillance, relevés bancaires, communications cryptées, tout était méticuleusement catalogué et vérifié. L'ampleur du complot était stupéfiante, l'ampleur de la corruption époustouflante par son audace. Pourtant, Anthony ne se laissait pas abattre par l'énormité de ce qu'il avait découvert. Son esprit fonctionnait avec la lucidité impitoyable d'un soldat sur le champ de bataille, chaque pas calculé, chaque manœuvre conçue pour maximiser les dégâts infligés à ses ennemis. Les preuves avaient été préparées avec une précision chirurgicale, assemblées dans un acte d'accusation exhaustif qui démontrait le complot de l'intérieur. Sa stratégie ne consistait pas simplement à révéler la vérité, mais à l'utiliser comme une arme. Alors qu'Anthony poursuivait son témoignage, le poids de ses mots pesait sur la salle d'audience comme une force physique. Sa voix était calme, chaque phrase comme un poignard pointé vers le cœur corrompu de l'establishment. Il s'exprimait avec une précision effrayante, détaillant les liens qu'il avait découverts entre les policiers jugés et leurs bienfaiteurs au sein de l'élite politique et financière. Ces mots n'étaient pas de simples accusations, mais des révélations appuyées par des preuves irréfutables. Pour chaque déni de la défense, Anthony avait une preuve correspondante prête à détruire leurs mensonges. Il raconta comment Marcus avait découvert par hasard les emprisonnements injustifiés, ses recherches révélant un réseau de corruption destiné à canaliser des hommes et des femmes innocents vers le système carcéral privatisé. Les prisons elles-mêmes étaient devenues des usines à souffrance, leur rentabilité dépendant d'un flot constant de condamnations obtenues par des fonctionnaires corrompus et des témoignages forcés. Et lorsque Marcus avait osé rechercher la vérité, documenter les injustices et préparer ses conclusions pour la révélation, il avait été condamné à mort. Anthony ne s'était pas privé de détails. Il décrivit les paiements, retracés depuis des comptes d'entreprise jusqu'à des comptes personnels détenus par les mêmes officiers assis devant lui, l'expression déformée par la terreur et le désespoir. Il relata les communications interceptées entre ses officiers et leurs agents, messages codés mais accessibles à l'expertise de son équipe. Il dévoila leur tentative de brouiller les pistes, de réécrire le récit de la mort de Marcus pour le rendre accessible au public. La défense se débattait sous le poids de son témoignage, ses arguments ciselés s'effondrant à chaque nouvelle révélation. Le visage du juge était blême, ses yeux pétillants d'une lueur qui aurait pu être de la rage ou de la peur. Peu importait. La salle d'audience n'était plus un lieu où les puissants pouvaient se cacher derrière leurs titres et leur influence. C'était un champ de bataille, et Anthony Carter était en train de gagner. Alors que son témoignage se poursuivait,
La tension dans la salle monta à son comble. La galerie était captivée, leurs expressions oscillant entre le choc, l'horreur et une sorte de stupeur. Les journalistes, qui avaient autrefois griffonné leurs notes avec un détachement cynique, écrivaient maintenant avec fureur, les yeux écarquillés par la prise de conscience de l'histoire qui se déroulait sous leurs yeux. Ce n'était plus un simple procès, c'était un règlement de compte, et Anthony était loin d'en avoir fini. Tout avait été parfaitement chronométré, chaque action calculée pour démanteler la conspiration avec une efficacité impitoyable. La chute des officiers n'était que le début. Leurs maîtres, ceux qui avaient orchestré le meurtre de Marcus depuis la sécurité de leurs bureaux élégants et de leurs propriétés privées, allèrent bientôt voir leurs propres empires s'effondrer sous le poids de la vérité. Le témoignage d'Anthony touchait à sa fin, ses derniers mots résonnant dans la salle d'audience comme un coup de tonnerre. Les preuves étaient indéniables. La vérité avait été mise à nu, sa lumière perçant les ténèbres avec une intensité qui ne laissait aucune place à l'ombre. Les hommes qui avaient détruit sa vie périrent pour leurs crimes, tous. Le dernier jour du procès fut un spectacle de chaos et de jugement. L'air de la salle d'audience vibrait d'une tension fébrile, un malaise collectif se propageant dans la foule rassemblée. Les journalistes, qui avaient autrefois craché des critiques venimeuses, griffonnaient maintenant furieusement, gravant frénétiquement des fragments de révélations destinés à réécrire le récit. Le juge Malcolm Reeves, pâle sous les néons, luttait pour garder le contrôle tandis que les derniers mots d'Anthony assénissèrent le coup fatal avec une précision impitoyable. Les noms de tous les personnages clés déferlaient comme des pierres jetées dans une mare stagnante. Chefs de police corrompus, politiciens avides de pouvoir, architectes du complot qui avait bâti son empire sur la souffrance des innocents. Les preuves, diffusées en direct pour le monde entier, ne laissaient aucune ombre aux coupables. À la fin de l'audience, les policiers furent emmenés, leur arrogance se muant désormais en expression de terreur. Cette nuit-là, les arrestations se poursuivirent avec une efficacité implacable, les dominos tombant plus vite que les conspirateurs ne pouvaient l'imaginer. Pourtant, Anthony Carter demeurait stoïque, le regard lointain, la posture rigide. Sa victoire n'était ni une victoire de joie, ni une victoire de satisfaction, mais une victoire de vengeance, creuse et déchiquetée, un triomphe dans un monde où la justice était depuis longtemps devenue une illusion. À sa sortie du palais de justice, les lumières de la ville scintillaient dans l'obscurité, scintillant de la même corruption qu'il venait de détruire. Et pourtant, Anthony savait que son combat était loin d'être terminé.